Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Canap by Excelsior. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Legendre, fondateur de Freebie. Comment ça va Antoine? Salut Clément, super et toi? Eh ben, ça va très bien. Merci beaucoup en tout cas de venir nous voir. Premier sujet, ça va être lancer une boîte en autofinancement, casser un petit peu certains mythes qu'on voit par rapport aussi au levées de fonds, à la relation qu'on a avec des business angels. Et le deuxième sujet, c'est parler de l'UX aussi, qui doit être au centre d'un projet selon toi. Ça va être passionnant. Donc c'est parti pour le CV de l'invité. Antoine, je t'invite à te présenter. Salut Clément, merci beaucoup pour l'invite. Je m'appelle Antoine Legendre et du coup je suis designer indépendant depuis maintenant 10 ans. Okay. Et je me suis lancé en freelance du coup en même temps que mes études. J'ai fait une école du web, donc je m'occupais de toute la partie design, développement et marketing. Ouais. Et je me suis spécialisé du coup en design et maintenant vraiment plus dans l'UX au sens large. Okay. Et j'ai bossé pour plein de petits clients, des grands groupes, des clients assez variés. Et je faisais un peu de tout au début parce que quand tu te lances, tu te cherches un peu et je faisais du motion, du dev, du design, Okay. pas mal de oui, trucs. C'est vrai qu'on met beaucoup de choses dans le design pour le coup. Bah Toi, ouais, tu t'es maintenant spécialisé plutôt sur l'UX c'est ça. en particulier, d'accord. C'est ça. Mais c'est vrai qu'au départ, en fait, même quand on revient à la genèse, avant, celui qui travaillait en tant que designer sur un ordi, c'était un infographiste. Ouais, c'est vrai. Et après, les métiers sont séparés en plein de métiers différents. Et après, il y a eu le web designer. Maintenant, ça ne veut plus vraiment dire quelque chose. Après, il y a eu un peu la phase UX, UI. Et maintenant, on voit qu'il y a vraiment des UI designers, des UX. Des mecs qui font que de la recherche, que exactement. de l'UI, que de ça. Et en fait, c'est vraiment ça qui fait que il y a beaucoup de métiers qui se créent tous les jours. C'est qu'on sépare, on segmente les métiers pour en faire des experts sur chaque domaine. Okay. Et à la base, il n'y avait pas beaucoup de métiers différents. C'est une bonne chose pour toi, justement, d'avoir des experts sur chaque domaine plutôt qu'une personne qui maîtrise un petit peu un scope assez large, déjà. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on évolue tellement dans les nouveautés. C'est toutes les 3 semaines, il y a des nouveautés. Tous les 6 mois, ça change. Que c'est obligé d'avoir des experts dans chaque domaine. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, un développeur back, il ne va pas du tout faire la même chose qu'un développeur front. Bien sûr. Et si on a un développeur qui fait les deux, il peut être très bon, mais il ne sera jamais expert dans les deux domaines. Expert dans les deux, comme deux personnes expertes dans ces domaines. D'accord. Et c'est exactement dans le design, c'est pareil. Il y a l'UI, l'UX, il y a énormément de différents métiers maintenant qui sont découpés grâce à ça. Ok. Alors, tu es venu nous parler de Freebie, la boîte que tu as fondée justement. Comment t'es venu le principe? Est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu qu'est-ce que Freebie? Carrément. En fait, ma dernière mission que j'ai prise en freelance avant de monter Freebie, je l'ai prise chez PSA, donc le groupe qui gère Peugeot, Citroën, entre autres. Et j'ai eu la chance de faire partie du studio de recherche et développement dans la partie des voitures autonomes, donc sur toute la partie IHM, donc tous les écrans dans les voitures autonomes. Et c'était comment occuper les gens qui vont arrêter de conduire dans quelques années. Et donc c'était hyper enrichissant, j'ai appris trop de trucs, on avait des moyens de fou, on avait on a fait trop de recherches et de tests utilisateurs, on a fait énormément de choses. Ouais. Et du coup, c'est vraiment en fait à partir de ce moment-là qu'au bout de 4 mois dans cette mission que j'avais pris en 4/5e en régie chez le client, alors que d'habitude j'étais plus en télétravail ou j'étais plus le vrai freelance. Et là on m'a dit en régie chez le freelance en 4/5e. Et donc du lundi au jeudi. Et moi j'avais pas du tout l'habitude de faire ça et j'ai dit ok, je me lance dedans. Et en fait j'avais 5, 6, 7 clients simultanés à ce moment-là. Ah oui, Sur des petits clients, des gros clients, de la maintenance, du suivi. Donc il y avait un écosystème de clients qui était derrière moi puisque c'était mon activité de free, quoi. Bien sûr. Et le fait de prendre cette grosse mission, ça m'a en fait stoppé dans mes habitudes et dans ma routine de freelance que j'avais l'habitude de réaliser. Tu regrettes pas après coup? Pas du tout, mais c'est vrai que quand tu peux pas répondre au téléphone à n'importe quel moment, tu peux pas prendre de rendez-vous parce qu'il faut que tu ailles dans le lieu de travail. Puis tu as des livrables, j'imagine, à produire aussi. Tu as attendu un peu au tournant sur une mission un peu principale, entre guillemets. Mais c'est vraiment le côté en fait physiquement là-bas. Et temps de trajet. T'étais à Poissy, non? Ils sont à Poissy, PSA? À Vélizy. Vélizy, d'accord. Il y a plusieurs équipes. Ouais, il y a plusieurs équipes. Moi, j'étais à Vélizy. Et donc, du coup, il y a tout cet univers-là. Et en fait, mes clients, ils m'appelaient, Antoine. Et du coup, moi, je leur répondais. T'en es où? Tu fais quoi? T'as changé? Tu réponds plus. Tu réponds plus. Et je leur répondais le soir, le vendredi et le week-end. Et au bout de 3 mois, en fait, j'étais complètement dépassé. Sous l'eau, j'avais des factures, j'avais 1 mois de retard, mes clients ils m'appelaient, elle est où ma facture? Et moi j'avais 1 mois sur ma compta c'était désastreux. Et en fait, j'avais pas d'outils qui permettaient de gérer mon activité de freelance. Et c'est vraiment de là qu'est parti le besoin de Freebie. Et je me suis dit, c'est fou qu'il n'y ait pas un outil qui me fasse vraiment gagner du temps et qui soit pas juste un énième Excel avec une couche de design dans... Ah, le mot Excel, ah là, quelle horreur. Et en fait, c'était vraiment ça. Et les outils qu'il y avait sur le marché, c'était des outils comme des tableurs, mais avec une couche de design
et qui était plus jolie. Mais il n'y avait aucune automatisation et aucune intelligence, si tu veux. D'accord. Et donc, du coup, le temps que tu passais à reprendre tes virements sur ton compte pour les mettre dans ton Excel, tu passais autant de temps de prendre sur ton compte pour les mettre sur l'outil. C'était juste plus joli visuellement, mais il n'y avait pas d'intelligence et d'automatisation. Si on parle concrètement de tes problématiques, c'était quoi? T'arrivais pas à faire tes factures dans les temps, tu savais pas quoi mettre dans la facture, t'oubliais une facture, c'est quoi tes problèmes précis? C'est exactement ça, je faisais une facture sur InDesign, donc le logiciel de design. Ah oui, d'accord. Donc il fallait que je change les dates, je me trompais tout le temps de date, et il fallait que je sois sûr qu'il y ait des bonnes mentions obligatoires, en fonction du client, en fonction de la typologie de client, etc. Et il y avait toujours des ratures, donc je devais reprendre, je devais renvoyer. Et il y avait toujours Autant de temps où tu pouvais pas te concentrer sur la valeur ajoutée de ton métier de designer. Exactement. Et en fait, c'était ça le problème, c'était qu'on passait beaucoup de temps sur l'admin. Et comme moi, mon temps était hyper réduit par rapport à cette mission de freelance, ça me prenait tout mon temps que je devais passer sur mes clients. D'accord. Et donc je me suis dit, hein, c'est plus possible, il me faut un outil qui me dise où j'en suis, qui me fasse moins stresser, qui me dise combien j'ai fait de chiffre d'affaires, où en sont par rapport à mes plafonds, et que tout soit un peu automatisé pour que j'ai pas en fait à reconnecter les données qui sont disponibles sur le web et je les rattrapais à la main, tu vois. Et c'était vraiment ça, je voulais que mes données bancaires communiquent avec mes données clients, avec mes données de facture et mes devis, et que ce soit pas juste plein de données qu'on rapatrie à la main, mais que tout soit automatisé pour que ce soit beaucoup plus simple à gérer. Ok, on reparlera de Freebie tout à l'heure justement par rapport au deuxième thème, comment tu as pensé ce projet à travers justement une UX et un échange permanent finalement avec tes utilisateurs. Ce sera un petit peu le deuxième sujet. Là, on va embrayer sur le sujet un petit peu principal. Tu as voulu parler un petit peu de ce mouvement qui est en train de monter, enfin qui est même maintenant bien présent, c'est d'être en capacité aujourd'hui de lancer une boîte en autofinancement, c'est-à-dire concrètement ne pas passer par un business angels ou faire une levée de fonds un peu traditionnelle. Toi, ton principe, c'est de te dire, il y a vraiment des étapes à respecter. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, carrément. Bah, c'est vrai que en fait, je voulais pas être drivé par quelque chose d'autre que parce qu'on voulait vraiment faire sur Freebie, et j'avais pas envie d'avoir en fait des contraintes par rapport au développement et de là où je voulais l'emmener Freebie. Ouais. Et je sais que j'ai fait plein de choix centrés utilisateur et vraiment sur le produit que je n'aurais pas pu faire si j'avais eu des institutions derrière ou des business angels ou des VC derrière moi. C'est-à-dire qu'ils t'auraient stoppé en disant non, ça c'est pas dans l'intérêt finalement que nous on voit de la boîte? Exactement. Okay. Et en fait, il y a vraiment ce côté où il y a beaucoup d'évolutions sur ce sujet, mais en tout cas en 2016-2017, quand tu faisais une levée d'1 million, tu avais la une et tu avais les 100 articles sur toi. Aujourd'hui, si tu n'as pas levé 200, tu n'en as aucun. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc il y avait aussi il y a quand même une évolution qui évolue, mais moi c'était ma première boîte, et en fait je voulais pas avoir trop de facilité et d'avoir trop qu'on me dise quoi faire en fait. Je voulais vraiment passer par les étapes. Tu voulais vraiment vivre ce moment, tu avais ton concept, tu avais ta vision et tu te disais c'est mon projet quoi. C'est ça. Et en fait, j'avais vraiment une obsession, c'est de créer un produit qui soit utile, qui soit utilisable, que les gens adorent et surtout qui change quelque chose. Et ça pour toi, si on lève des fonds, c'est pas possible? C'est possible, évidemment. Ok. Parce que tu auras beaucoup plus de moyens et donc forcément beaucoup plus de conception aussi. Ouais. Mais le problème, c'est que tu fais pas forcément les bons choix tout de suite. Et nous, on s'est focus sur le produit, sur l'utilisateur, avant de parler des problématiques de RH dans la boîte, d'augmenter. Parce que quand tu passes de 5 à 25 personnes d'un coup, parce que tu as levé des fonds, quand c'est ta première boîte, c'est hyper compliqué à gérer. Ouais, bien sûr. Ouais. Et donc du coup, moi, j'avais pas envie de faire ces étapes trop rapidement, et je voulais vraiment y aller étape par étape pour pouvoir cocher toutes les cases et être sûr d'avoir un produit qui soit d'abord utilisable, et ensuite on en fait la promotion. Concrètement, l'impact d'un investisseur au capital, est-ce que tu as des exemples? Ça se formule comment? Ça dépend énormément d'investisseurs et je pense qu'il y en a des très très bons. Et du degré d'investissement qu'il a dans ton capital. Et du degré d'investissement, de la maturité de la structure, à quel moment il est rentré, voilà. Mais en fait, on peut avoir des investisseurs qui te mettent 100, 10 ou 20 qui sont hyper relous, et d'autres qui en mettent 200, 300 et qui sont pas du tout chiants. Ouais. Et en fait, ça va être surtout de laisser la liberté à l'entrepreneur et plus de valider ses choix plutôt que de lui donner des choses à faire, quoi. D'accord. Et je sais que moi j'ai passé des heures au téléphone avec mes utilisateurs. Ça veut dire que là j'ai retrouvé un fichier, il y avait plus de 150 noms où j'ai fait des entretiens individuels au téléphone avec mes utilisateurs au tout début. Mais tu vois, tu dis ça à un investisseur, il va te dire mais en fait on n'en a pas besoin ou... le produit est là, va perdre du temps, mais quelqu'un d'autre. Perdre du temps, d'accord. Okay. Mais quelqu'un d'autre sur le sujet, va pas perdre du temps ou des choses comme ça. C'est-à-dire que l'investisseur il est déconnecté en fait de tes problématiques.
concrètement? Il y en a qui veulent que ça marche ta boîte, Ouais. mais il y en a aussi qui veulent sortir en faisant x10 sur ta structure. Et eux, le principe d'un investisseur, c'est qu'il investit dans 10 boîtes, et s'il est content d'avoir une boîte qui fait x100, il aura récupéré tout sur ses 9 autres structures. Ouais. Mais donc du coup, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait une des boîtes qui cartonne sur ses 10, par exemple. Et donc, t'as pas ce... Ouais, t'as Si pas ce demain- grain voilà. finalement de se dire, attends, lui, il me parle Mm. d'écouter et d'échanger avec ses utilisateurs. Bon, ok, quoi. Ouais. Ok. Et même moi, j'ai fait pas mal de rendez-vous, je suis allé chercher des fonds et tout, parce qu'au début, comme j'étais drivé par ça, je pensais que c'était la seule solution au tout Ouais. départ. Et il y avait vraiment ce truc j'ai rencontré des gens, et quand je leur parlais de la recherche, choses comme ça, ils comprenaient pas en fait. Et là, j'ai tout de suite vu que c'est pas ça que je voulais faire, quoi. Alors justement, dans les boîtes un petit peu voilà, dont on parle beaucoup en ce moment qui sont en autofinancement, on peut parler de Lemlist, on peut parler de Germinal, c'est vrai qu'ils sont très actifs sur les réseaux. Il y a un mouvement qui est en train d'arriver pour toi? Justement, les gens prennent conscience que en écoutant bien ses utilisateurs, en validant rapidement son produit, on peut se passer quelque part d'investisseurs au départ? Je pense Peut-être que au moins au départ en tout Ouais, cas? en tout cas, la levée de fonds, c'est pas tout noir tout blanc, c'est qu'il y en a qui en ont besoin, et Ouais. pour développer, ouvrir une autre ville, ouvrir un autre pays, quand ton produit il cartonne, effectivement, tu as besoin de fonds pour C'est lever. sûr. Mais moi, je parle vraiment des levées de fonds avant de créer du produit. Ouais, ok. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui récupèrent des sous avant une ligne de code, avant de faire de la recherche, avant de faire du design, et qui vont en fait utiliser cet argent-là pour créer le produit. D'accord. Donc c'est pas plus mal, mais c'est pas leur argent, entre guillemets, tu vois. Bien sûr. Et du coup, tu fais pas les mêmes choix que si c'était en autofinancement. Ok. Et justement, tu fais beaucoup plus attention à ce que tu dépenses. Et quand celui qui va lever des fonds, il va prendre un bureau par exemple à 3 000, 4 000, 5 000 alors qu'il y a 3 places, mais c'est des bureaux après levée de fonds. Et D'accord. il y a des locataires de bureaux qui disent ah non, mais ceux-là, c'est que pour si vous avez levé en gros. Parce que c'est beaucoup trop cher, Ouais. mais on s'en fout puisqu'on a levé. D'accord, ok. Et Donc, il y a tout un écosystème comme ça qui est un peu, ok, assez particulier pour le coup. particulier pour le coup. Donc justement, toi, une des clés en tout cas, c'est l'UX. Et à travers l'UX, c'est la recherche utilisateur. Donc passer du temps avec ces utilisateurs. Mais comment tu devines que c'est tes utilisateurs concrètement? Enfin, comment ça se passe en fait, une phase de recherche? Comment toi, par exemple, tu t'es organisé pour Freebie? Ouais. Bah écoute, pour Freebie, on a fait ça un peu particulier. Au tout départ, je suis allé avec mon idée, voir d'autres freelances et discuter avec eux en fait de l'idée que j'avais. Donc ça part de là. Discussion un peu informelle. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du truc, quoi? Ça part de vraiment, j'ai besoin de ce produit. Ah, il faut que j'aille en parler aux autres. Ouais. Je vais en parler et là, ils me disent tous, ah ouais, franchement, je galère avec ça, faut vraiment trouver un outil qui permette de le faire, ça serait super et tout. Mais là, il y a encore un monde entre la Ah oui. réalisation du produit pour le coup. Il Parce y a que, un monde voilà. énorme. Ok. Et donc là, je me dis, ok, bon, il y a quand même pas mal de retours positifs. Je vois que je suis D'accord. pas le seul dans la même galère et il faut faire un truc. Donc là, je me fais un prototype et j'ai quelques notions de code. J'ai pris un thème HTML, j'ai assemblé des blocs et j'avais ma liste de mes factures, la liste de mes clients. Je pouvais rajouter un client et je pouvais faire des trucs. Ouais. Mais c'était c'était vraiment le proto, quoi. Ah Mais bah c'était ouais, bien sûr. l'idée derrière. Ouais. Et donc là, j'ai vu des étoiles dans les yeux. J'ai dit, ah ouais, putain, si j'avais tout au même endroit, ça serait super, je pourrais faire ça, ça, ça et tout. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose vraiment qui se passait. Et donc là, j'ai pris rendez-vous avec tous les gens chez qui j'étais donc c'est dans cette mission, Ouais. le midi, le soir, et je leur faisais passer des tests utilisateurs et je notais tout ce qui se passait, tout ce qu'ils disaient. Donc un test utilisateur, concrètement, c'est tu passes 1 heure et demie avec la personne, tu Par le exemple. questionnes. Soit tu lui donnes un parcours à faire type, Ah oui, ok. et donc tu vois comment il réagit en fonction de ce parcours, ou soit tu le laisses dans le produit et c'est lui qui dit à voix haute ce qu'il fait, ce qu'il pense, où est-ce qu'il clique, pourquoi il le clique. Même si le produit, entre guillemets, est un peu cracra au Ah oui, départ, clairement. avec de l'HTML et du CSS, Ouais. c'est un peu classique. C'était un thème, un admin connu, enfin c'était vraiment... Ok. Mais le concept était là et ça m'a permis vraiment de valider D'accord. ça. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller voir un développeur, on a commencé à bosser ensemble, on a commencé à vraiment beaucoup plus travailler le produit et on a créé une landing page où on expliquait la promesse et on leur disait inscrivez-vous pour participer au programme de bêta test. Ok. Et en fait, il y a vraiment ça, c'était un peu le hack qu'on a trouvé, c'était pas inscrivez-vous et vous serez tenu au courant, c'était venez participer au programme de bêta test. Et donc, Quel intérêt les gens ont à faire ça? L'intérêt, c'est déjà de co-construire avec eux et souvent ils sont pas forcément rémunérés, mais il y a une contrepartie. Et eux, il y a plein de développeurs, de designers qui sont trop contents d'être à la jeunesse du projet pour co-construire, donner leur avis en fonction de leurs besoins, parce que c'est eux qui l'utiliseront plus tard. C'est ça. Du coup, Ils estiment qu'ils ont ce besoin-là et du coup, ok. Et d'avoir les fonctionnalités proposer des fonctionnalités qui seront développées plus tard, pour eux, c'est tout gagnant puisqu'ils en ont besoin. C'est clair. Et donc voilà, donc on avait vraiment cette phase-là, et là on avait fait un questionnaire assez complexe
mais c'était volontaire pour vraiment éjecter les personnes qui n'avaient pas envie de se Motivé finir. particulièrement, Voilà. ouais, c'est ça. Et récupérer plein de data pour faire nos personas et vraiment comprendre qui avait besoin de ce produit et qui était en train vraiment d'avoir envie de s'inscrire. Ok, donc c'est-à-dire que tu es passé des discussions à des interviews, et là, tu as passé encore un step de plus. Là, il te fallait de la data encore plus en quantité, c'est Voilà. ça l'idée. D'accord. Il fallait plus, c'était plus le cercle de Voilà. fric avec qui Ce cercle a permis de valider quand même Voilà. quelques hypothèses, et Exactement. après, tu es passé encore à une autre étape. Une autre étape. Et D'accord. en fait, pour pouvoir faire de l'acquisition et de toucher des gens qu'on ne connaissait pas, on a créé un blog et on a commencé à écrire plein d'articles sur le freelancing. Donc de tous les sujets différents, on a écrit plein d'articles sur le freelance, sur le futur du travail, sur l'administratif, sur la compta, sur les choses Là, comme on ça. était en quelle année du coup? 2017. 2017, ouais. Là, c'est Ok. 2017. Ouais. Et donc, à ce moment-là, on publie nos articles partout sur les réseaux, on spam, Ouais, bah pas oui. quand même, mais on publie partout, tu vois, Bien sûr. et pour que les gens ils voient l'article, ça les intéresse, et après ils tombent sur notre site. Et grâce à ça, on a eu pratiquement 500 personnes qui sont inscrites en quelques semaines ou quelques mois. Ok. Et donc, on avait énormément de données déjà pour les gens qui voulaient utiliser ce produit. Et il y avait une landing page toute simple, 4 blocs, une promesse, pilote ta micro-entreprise. Même pas de wireframe pour montrer à quoi ça pouvait ressembler. Non, juste l'intérieur. une espèce de promesse, quoi. Voilà. Il y avait quelques écrans qu'on Ouais. pouvait voir dans les petits, dans les films, mais c'était Ok. très léger, quoi. Ça marche. Et c'était vraiment pour montrer si ça leur parlait déjà. Tu vois. Et ensuite, avec ces datas-là, on a recontacté les personnes en fonction de ce qu'on voulait faire, et on a créé 2 tests. On a créé un test avec des gens qui découvraient totalement le produit, qu'ils n'avaient jamais vu, et du coup, un test avec des gens qui avaient utilisé pendant à peu près 1 mois. D'accord. Parce qu'on a mis en place cette version bêta, et là, c'était vraiment... et personne ne le savait. On a recontacté une vingtaine de personnes, et on leur a mis Freebie dans les mains, Allez, et donc on a vraiment fait ces 2 types de tests. Et là, on a eu de la data énorme, parce qu'en fait, c'est plus le questionnaire, c'est vraiment le test utilisateur où tu montres ton produit, quoi. Donc derrière, la clé finalement, c'est d'exploiter aussi un peu cette data, mais positivement, en proposant des features et un produit qui correspond exactement à ce qui était remonté dans les infos, quoi. C'est ça. Ok. Et donc, toute cette phase-là, c'était vraiment pour valider ce concept et d'avoir ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, on avait mis Freebie. Donc Freebie, c'est un assistant personnel, et on l'avait mis en tant que chatbot. Et donc en fait, tu pouvais discuter avec lui, tu pouvais parler avec lui, si tu voulais ajouter un client dans l'interface, tu disais Hello Freebie, est-ce que je peux ajouter un client? Ah, d'accord. Il te répondait oui, donne-moi le nom, tu donnais le nom, il allait sur internet les informations, il te renvoyait les infos, tu validais le client et c'était bon. Ok. Sauf que pour un client, c'est super. Pour créer une facture avec de la TVA, des prestations, des conditions, des machins, c'était l'enfer. Le bot, il crame. C'était l'enfer. Et en fait, si tu veux, grâce à ces tests, on a vu que c'était pas ça que les gens voulaient. Donc on avait quand même toute l'interface, mais il y avait quand même ce petit chatbot en plus. Et le petit chatbot, c'était pas ça que les gens voulaient en fait. Ils voulaient vraiment une interface, plutôt un clic, une action, une réponse, et que ce soit fluide et que ce soit pas long comme ça. Okay. Et en fait, ça, on l'a vu grâce aux tests. Et ça veut dire que si on n'avait pas fait ces tests-là, on aurait dû lancer ce produit avec le chatbot et on serait complètement planté en fait. Ouais, d'accord, ok. Et 2 mois avant, la phase de test, tout était bon, sauf ce chatbot, quoi. Et là, il y avait un truc qui n'allait pas, quoi. Et donc du coup, on a décidé de bazarder tout ça, de revoir et de voir comment on allait améliorer ça pour que ce soit vraiment le mieux possible. Ouais. Et on a trouvé du coup comment intégrer Freebie différemment dans l'interface. Et on a pu lancer le produit en fait en sachant que les utilisateurs aimaient déjà ce concept. Ça marche. Et du coup, aujourd'hui, tu me dis que finalement, vous avez de la data pour les prochains mois, limite les prochaines années, en vous disant, on sait exactement ce que nos utilisateurs veulent, en tout cas même dans l'avenir. Donc, tu sais que tu développes des trucs qui ont du sens, qui vont répondre à un besoin précis. Parce que je me mets à la place de quelqu'un qui a peu de data et qui va un peu au doigt mouillé et qui se dit, j'espère que ça va passer, c'est un peu chaud, quoi. Ouais, le truc qui est vraiment ça, c'est qu'il faut vraiment écouter en fait les utilisateurs au lieu d'écouter ses convictions de fondateur. Tu vois. Okay. Parce que quand tu es fondateur, tu vas vraiment dire ça, c'est sûr que ça va être là. Tu as l'ego du fondateur. Il y a l'ego du fondateur, ouais. exactement. Et donc, c'est là où je veux aller, on ira là, quoi qu'il arrive. Il faut avoir une vision. Mais il faut écouter ce qu'ils ont à dire parce que sinon, si tu crées un produit qu'ils ne veulent pas... En fait, il faut être dans l'empathie et se dire, attends, je vais peut-être dans le mur là avec mon idée, alors que les utilisateurs, je vois bien que le besoin, il est ailleurs. Faut avoir un peu l'humilité de se dire, ok, peut-être qu'on pivote. 2 mois avant, c'était exactement ça. Ouais, complètement. Tu as passé 6 mois dessus, 1 an, tu es sûr que c'est ça, et on te dit non, c'est pas ça. Et tu fais, oh. Donc aujourd'hui, Freebie, c'est 10 personnes, tu disais. Et il y a combien de freelance? On peut parler du nombre de personnes qui sont connectées à la plateforme, qui sont utilisateurs aujourd'hui? Aujourd'hui, on a plusieurs milliers de clients. Ah ouais. Donc on est hyper contents. Okay. Et en fait, on a fait de l'acquisition organique.
D'accord. C'est-à-dire qu'on a tout mis sur l'inbound et on a tout mis sur la création de contenu, sur tous les podcasts qu'on sort, les interviews, les articles de notre blog, les réseaux sociaux et tous les partenariats qu'on fait. On fait beaucoup d'affiliations avec des influenceurs, etc. C'est ça, d'accord, ok. Mais Donc peu d'investissement finalement en lead. Voilà, très peu d'investissement en lead, surtout pour contrôler encore tout ça. Et ça fait partie aussi des choses quand tu es autofinancé. Parce que quand tu es financé, tu vas dire « Ah bah je mets 20 000 dans la pub Facebook ». C'est un peu facile quelque part de se dire j'ai un budget direct. Mais tu mets 20 000 dans la pub Facebook, mais tu n'es même pas sûr que ces 20 000 ils fonctionnent parce que c'est compliqué. Et du coup, nous on voulait vraiment utiliser toutes les techniques possibles pour réussir à faire de l'acquisition au final gratuitement. Et aujourd'hui, on a une pub qui tourne avec quelques dizaines d'euros et c'est tout. Et on a une quarantaine de gens qui s'inscrivent tous les jours, quoi. Tu vas lever des fonds? Pas tout de suite. Ça marche. Je vois que le temps défile, mais c'était super intéressant. Volontairement, en tout cas, j'ai laissé vraiment libre cours à la discussion. On va passer maintenant aux questions. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui? D'avoir lancé le produit. D'avoir réussi à lancer ce produit parce qu'on est passé par beaucoup de chemins et il y a eu beaucoup de péripéties et c'était vraiment le fait qu'on ait lancé le produit déjà et ensuite qu'il soit utilisé par des milliers de personnes et qu'il change vraiment le quotidien des fricots. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui lance sa boîte au-delà de écouter vos utilisateurs? Ça, on en a parlé. Tu m'as piégé là. Vraiment une galère que tu as eue en tant qu'entrepreneur que tu n'aimerais pas, t'aimerais donner un conseil pour pas que ça se reproduise, par exemple? Ouais, bah écoute, franchement, le solopreneur, je sais pas si je le referai parce que ça m'a fermé beaucoup de portes. Ça m'a fermé beaucoup de portes au départ. Et c'était très compliqué au niveau des institutions, au niveau des banques, même au niveau des investisseurs. C'était pas rassurant pour elle, en fait, finalement? C'était pas rassurant pour elle parce que tu as une seule personne qui est là et donc si elle s'arrête du jour au lendemain, la boîte s'arrête. Et donc si tu as 3 personnes, tu as beaucoup moins de chances que les 3 personnes s'arrêtent en même temps. Et du coup, il y a toute cette chose et puis tu as 3 serveurs en ébullition, tu as un référent par pôle et donc du coup, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus... Tu vas plus vite en fait, avec plus de gens. Et je pense qu'en étant tout seul, j'ai perdu du temps au départ, donc c'était un mal pour un bien. Donc vaut mieux s'associer rapidement, enfin vaut mieux trouver une team finalement avec de la complémentarité. Je pense qu'il vaut au moins avoir un dev, un designer, un marketeur. D'accord, pas de sales. D'avoir 3 pôles et ensuite évidemment le market il va faire du sales, mais au moins avoir 3 pôles pour faire les fondations. D'accord, ok, ça marche. Ok. Est-ce que tu as des regrets du coup? Ouais, c'est peut-être aussi de t'être lancé finalement, tu as un peu répondu à cette question, le regret de s'être lancé un peu seul peut-être au début. Est-ce que tu as d'autres regrets alors du coup? Écoute, c'est vrai que j'ai un peu le regret de ne plus pouvoir faire du freelance. Ah bah ouais, pour le coup. De bosser sur plein de projets Même différents. En une journée par semaine, pour le coup, là tu es dédié à 100% sur Freebie pour le coup. Je suis free à 100%, je fais des interventions dans des écoles, dans des choses comme ça, ou dans des petites vidéos, des choses. Tu gardes un pied quand même à l'extérieur de ton écosystème quand même. Ouais, en fait c'était hyper important aussi pour moi d'utiliser mon propre produit. Et du coup, j'ai toujours une micro-entreprise à côté et je fais toujours mes factures avec Freebie. D'accord. Mais le but, c'était vraiment d'utiliser mon propre produit parce que c'est pour ça qu'on l'a monté. Et si le fondateur n'utilise même pas son produit, il ne peut pas voir les choses qui ne vont pas. Parce que j'ai passé des millions d'heures sur l'expérience, sur le design. Et si je n'avais pas utilisé mon propre produit, je ne pourrais pas. Ouais, ça aurait été compliqué d'un point de vue légitimité. Le truc le plus con que tu as entendu dans ton métier? Antoine, arrête de faire bouger les choses. On est dans l'industrie automobile, ça ne bougera pas. D'accord, ok. Est-ce que la tech te fait peur? Pas du tout. Ok. Pour quelle raison? Je pense qu'on est aux prémices de ce qui peut arriver dans la tech et on est surtout au niveau de la compréhension même de la recherche, du monde du côté scientifique. C'est la tech qui nous permet de enfin comprendre des choses aujourd'hui. D'accord. Qui à 100 ans, on était loin de savoir et je pense que dans les prochaines années, ça va être encore fou et on a encore plein de choses à découvrir. Ça roule. Ton plat préféré? T'as des attaches en Auvergne, attention à ce que tu vas dire. Mais écoute, j'aime beaucoup le butter chicken. Le butter chicken. Butter chicken. C'est un plat indien, j'adore. D'accord, ça marche. Donc à base de cacahuètes, du coup. Ok, ça roule. Écoute, on essaiera d'aller s'en manger ensemble à l'occasion. Écoute, en tout cas, comment tu veux conclure cette interview? Eh ben écoute, merci beaucoup Clément pour cette invitation. C'était un plaisir de parler avec toi. Plaisir partagé en tout cas. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement. C'était super intéressant. On a vraiment vu le parcours d'un solopreneur pour le coup, qui lance son business et qui écoute ses utilisateurs. Moi, j'ai adoré et même nous, en tout cas, on pourra s'inspirer même de ton parcours
pour développer aussi Excelsior. En tout cas, merci à toi, Antoine. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, bien sûr, cette vidéo. Ça fera très plaisir, Antoine. Ça nous fera super plaisir. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode et un nouvel invité. Salut les amis, ciao!